On vous souhaite de vivre l'amour dans vos foyers et dans vos lieux de travail, de vivre l'amour partout, l'amour du prochain, mais également l'amour intime, puisque c'est le mois de l'amour. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Et c'est avec amour aussi qu'on se retrouve chaque matin à partir de 7h30 sur Savane TV pour cette aventure. Cette semaine, vous le savez, depuis lundi, on vous parle de l'Université Norbert Zongo qui est située à Koudjou dans la rubrique à la découverte d'eux. Donc tout à l'heure, vous aurez la suite des témoignages de ce site. Alors, après, Alphonse Ouedraogo sera là pour nous informer à travers la revue de presse. Et notre invité du jour est du consortium Jeunesse Burkina qui a mené une étude avec la jeunesse concernant leur contribution donc, dans les activités. On va parler de tout ça avec notre invité du jour et plus tard également, on parlera d'autres événements à venir. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous et encore bonjour et bienvenue. On commence l'émission avec la première rubrique, c'est à la découverte d'eux. On y va pour le jingle. Nous sommes à Koudjou, donc plus précisément à l'université Norbert Zongo pour vous faire découvrir l'université. On vous a proposé des témoignages également depuis lundi. Aujourd'hui, on va vous inviter à écouter un des enseignants de l'université Norbert Zongo de Koudjou. Et je rappelle que l'université de Koudjou, anciennement, donc devenue Université Norbert Zongo, nous a accueillis il y a 2 semaines pour le tournage de ces éléments. Avant, bien sûr, le drame lié à l'étudiant. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer sa mémoire et puis donc d'avoir une pensée à l'endroit de sa famille. On va écouter un des enseignants de l'Université Norbert Zongo qui nous parle des difficultés et des innovations également concernant les cours. Moi, c'est Dr Doua Alain Yabaou. Je suis le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université Norbert Zongo. En fait, nous avons 2 promotions, 2 années académiques qui se chevauchent, l'année 23-24 et l'année 24-25. Alors, si on cumule les effectifs, nous tournons autour de 46 000 étudiants pour 200 enseignants-chercheurs permanents. Voilà, selon le dernier bilan que nous avons eu à faire. D'abord, au niveau des infrastructures, nous faisons rouler les promotions, 3 à 4 promotions par jour. Donc, les cours vont de 7h jusqu'à 20h. Voilà. Parce que les effectifs sont tels que toutes les infrastructures ne peuvent pas les contenir. Donc, il faut gérer vraiment avec efficience les grandes salles, notamment les salles polyvalentes et les grands amphis. Aussi, ce qui entraîne l'une des causes des retards, c'est la correction des copies. Je viens de vous dire 200 enseignants, alors chacun se retrouve avec 3000, 4000 copies. Et donc nous avons initié le dispositif automatique pour la correction des copies. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Et aussi, toujours dans l'innovation, le traitement administratif des étudiants, nous sommes en train de mettre en place, c'est déjà opérationnel, nous attendons seulement les versions papier des diplômes, donc nous allons mettre tout ça en ligne. Désormais, les étudiants, pour accéder à leurs documents administratifs, ils n'auront qu'à aller en ligne, se renseigner. Dès que les documents sont prêts, ils auront une notification, votre document est prêt, votre diplôme est prêt, et ils pourront passer physiquement chercher. Par rapport aux cours, nous avons déjà formé l'année dernière tous nos enseignants à la mise en ligne des cours. Malheureusement, ça n'a pas été mis en œuvre parce qu'il n'y avait pas la connexion. Maintenant que c'est le cas, cette année, nous avons prévu de update les enseignants pour pouvoir effectuer ces enseignements en ligne. Ça nous fera gagner énormément de temps. Et je pense que si on réussit à mettre ça en œuvre, d'ici une année, on ne parlera plus de retard ici. L'Université Norbert Zongo, en gros, c'est 4 établissements, 2, 3... Vous écoutiez plutôt à l'instant le vice-président de l'université Norbert Zongo, justement, l'université qui est située à Koudjou. Et après le vice-président, je vous invite maintenant à écouter un des enseignants de l'université Norbert Zongo qui nous parle notamment des cours, qui nous parle des difficultés et qui nous parle aussi des innovations apportées par la présidence de l'université Norbert Zongo pour résoudre un certain nombre de problèmes. On écoute cet enseignant et puis on revient. Idani Fulgence, maître de conférence en géographie physique.
parallèlement chef de cabinet du président de l'université Norbert Zongo. Les cours à l'université Norbert Zongo, ça se passe globalement bien, mais il y a quelques difficultés évidemment liées au fait qu'il n'y a pas assez de salles. En géographie, par exemple, nous avons 3 premières années qui se chevauchent. On est en train de boucler, c'est vrai. Et on pense que ça va vraiment être bouclé avec la promotion 2024 parce qu'ils ont vraiment commencé à temps. On commence en octobre. Donc on pense qu'avec le retard va s'arrêter. Mais avec les autres, on essaie d'achever ce qui n'a pas pu être fait. Donc il n'y a pas assez de salles. Et ensuite, les salles sont pas, en termes de dimension, les grands effectifs utilisent les mêmes salles. Donc quand on programme certains, il y a une promotion qui doit chômer pour que ça tourne, pour permettre à tout le monde de passer. Et pour les petits effectifs, c'est possible. L'autre difficulté, vu le nombre, quand vous avez des matières comme la géographie où il y a des travaux de terrain, des travaux pratiques, des manipulations de techniques à faire, à ce moment-là, l'effectif doit être réduit. On doit utiliser, normalement c'est des nombres de 25-25 au départ. Vu l'effectif, on est passé à 50-50. Après, on est passé à 100-100. Parce que le prof doit vraiment suivre, travailler, diriger, le prof doit suivre l'étudiant, regarder ce qu'il fait. Mais compte tenu de l'effectif, on est obligé de le faire. Et quand vous divisez une classe qui a plus de 1500 étudiants en 100-100, vous voyez le nombre de jours qu'il faut pour travailler et achever le TD. Soit vous multipliez les enseignants. Mais en tout cas, le suivi devient plus difficile. Donc, en tout cas, au niveau des cours, c'est ça la difficulté. Les salles ne sont pas vraiment bien équipées, bien adaptées. Des fois, le son, on a des difficultés. Mais on fait ce qu'on peut pour vraiment rattraper. Avec les copies, c'est vraiment un problème aussi. C'est vrai qu'on a trouvé la formule de la correction avec la machine. Mais c'est une difficulté. Si vous prenez une matière comme géographie, on a une difficulté. Comment il faut le faire? Parce qu'il y a des manipulations à faire. Il y a des questions où on ne doit pas répondre par A et B. Non, il faut que l'étudiant s'exprime. En faisant les corrections à la machine, on ne voit même pas comment l'enfant s'exprime. Puisqu'on lui propose des réponses et il doit cocher. On ne voit pas comment il s'exprime. Donc le niveau même déjà d'expression est difficile à apprécier dans les matières des sciences humaines en ce qui concerne ce QCM-là. Parce que ça ne nous convient pas totalement. Parfois, on a besoin des réponses synthétiques où il va s'exprimer, qu'on voit sa capacité à expliquer un processus logique, non pas à choisir des réponses. Bon, mais on essaie de faire avec. Petit à petit, on va s'adapter. Voilà, il y a des notes qu'il faut faire sur le terrain, qu'il faut donner sur le terrain. Donc, on a des difficultés à ce niveau. Mais c'est une bonne chose, parce que ça permet de rattraper dans cette... Ce n'est pas toutes les matières, donc on peut avancer. En tant qu'enseignant, moi, je crois que j'ai des choix plus tranchés. Je crois que ce n'est pas toute personne qui a le bac qui doit venir à l'université. Le changement que moi je vois, c'est ça. Voilà, il faudra contenir l'effectif. Le principe n'est pas de construire des grandes salles pour que tout le monde y entre. De toute façon, on n'emploiera pas tout le monde. Donc, je pense de manière objective, il ne s'agit pas de dire que tout celui qui a le bac peut être inscrit à l'université. On doit réduire l'effectif, tenant compte des enseignants, voir ce qu'on peut vraiment prendre comme effectif, leur donner des formations de qualité. Et ensuite, orienter les autres des étudiants dans les domaines professionnels. Et c'est comme ça que j'ai compris, lorsque le gouvernement a changé, lorsqu'on a créé le ministère de l'enseignement secondaire, et puis on a ajouté la partie formation professionnelle. Voilà, donc dès le bac, il faut trier là-bas. Merci. Vous écoutez à l'instant un des enseignants de l'université Norbert Zongo qui est situé à Koudougou, qui nous parlait notamment de cette université, des cours et des solutions aussi pour un certain nombre de problèmes au niveau de l'université. Merci beaucoup et c'est l'occasion pour nous aussi de saluer les responsables et donc de la présidence et puis les agents qui ont bien facilité le tournage de ces éléments.
Merci de votre attention. Pour la suite, on marque une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Pour ce mercredi, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres des journaux. Tout à fait, et c'est avec le citoyen, le quotidien de tous les Burkinabés Sidoaya que je commence. Sidoaya, dans sa parution du jour, nous parle donc des préparatifs du FESPACO 2025 et dit le ministre Gilbert Ouedraogo encourage les chorégraphes. Production risicole dans les cascades, une unité de transformation du riz inaugurée à Dounam. Tribunal de grande naissance de Boromo, le ministre Idasso Rodrigue Bayala au contact des réalités. Barrage de Moussodougou, une quinzaine de cages flottantes empoisonnées. Voilà, une quinzaine de cages flottantes empoisonnées. Initiative présidentielle pour la production agricole, 607 tonnes de riz remise au ministère de l'Agriculture. Lavage auto-moto à Bobo-Dioulasso, un métier du secteur informel en pleine croissance. Nouvelle du front, Sidoaya nous apprend que le BIR 10 et les VDP communaux ont neutralisé une dizaine de terroristes dans la boucle du Mohon. Le journal L'Express du Faso, à sa une ce matin, écrit beaucoup de Mohon, le BIR 10 et les VDP communaux neutralisent une dizaine de terroristes. Mise en œuvre des projets structurants à Ouaga, le ministre de l'Urbanisme et le PDS constatent l'avancement des chantiers. Opération casier vide à Bobo, 185 dossiers jugés le 10 février 2025. Au palais de justice, par jalousie, il percute le véhicule de son voisin. Police municipale et police nationale de Banfora, solidarité et reconnaissance mutuelle, écrit le journal. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, affiche Abdul Karim Barien dit l'OTA à propos de son soutien à la transition, déclare s'il doit y avoir un compromis pour que l'OTA se mette au service de son pays, je le ferai volontiers. C'est à lire à la page 6. Développement endogène des infrastructures communautaires inaugurées à Guélongo. Projet de développement durable de Ouagadougou, le PDS visite des chantiers. Coopération bilatérale. Les ambassadeurs de Chine et de Russie sur le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso. Pour sa part, l'Observateur parle à sa une ce matin, nous parle donc de rebootage et affiche les mains magiques de Madi Cabré font des merveilles, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Province de la Koussi, une dizaine de terroristes neutralisés à Sonom. Récupération des installations électriques, le ministre Gouba en ronde à Komsilga et Gonsin. Immersion gouvernementale en Guinée comme un petit air de campagne électorale. Réforme du système administratif. Les ministres en charge de l'éducation font le point au chef du gouvernement. Offensive agro-silvo-pastorale du blé dans la gamelle du Komana Sommier. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous parle donc de la gestion de la canicule au Burkina Faso. Et dit, centrale de Komsilga et de Gonsin, le ministre Gouba s'imprègne de la maintenance préventive et curative. Ministère de la Santé, un plan de préparation et de riposte en cours d'élaboration, écrit le journal. Facilité élargie de crédit du FMI, la mission pays à Ouagadougou pour préparer la troisième revue. Reprise des combats au sud Kivu, la confirmation de l'échec du sommet EAC SADC, renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, un comité mis en place pour conduire le processus. Chiachu Yalgado Ouedraogo, on nous annonce donc le décès du professeur Georges Ouedraogo, médecin pneumologue. Recrutement du personnel des projets et programmes. Le rappel à l'ordre du Premier ministre est à lire
à la page 3 du journal Aujourd'hui au Faso. Terminons avec le quotidien de 1200 logements, le journal Le Pays. À sa une ce matin, nous parle du dialogue gouvernement-syndicat. Sur ce sujet, Adama Koulibaly, militant syndical, déclare la tenue même de ce cadre de concertation est une avancée. C'est à lire à la page 2 du journal Le Pays. Pendant ce temps, Marcel Zanté, SG de la CNTB, Dixi en disant « Nous espérons que les engagements se concrétiseront ». Mise en œuvre du programme de développement durable de Ouagadougou, phase 2, un taux d'exécution de 72,94% enregistré, c'est à lire à la page 6 du journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit « Arrivée annoncée du secrétaire d'État du pape François au Burkina Faso, l'Église catholique sonne la mobilisation ». CHU Yalagado Ouedraogo, le professeur Georges Ouedraogo n'est plus. Dans sa rubrique Actu Sport, le journal écrit un truc qui me reste en travers la gorge. C'est donc des propos de Sébastien Allaire, cet international ivoirien, qui parle à la page 6 du journal Le Pays. Merci bien Alphonse pour ces titres. Merci. On revient sur quelques sujets d'actualité. Intéressons-nous à l'actualité au sein du Conseil national de la jeunesse. Renouvellement de ces instances. On parle d'un comité de suivi qui a été installé. Oui, un comité de suivi qui a été installé pour donc, effectivement, comme vous l'avez entendu, suivre de près le processus parce que le processus électoral est enclenché pour ne pas que après les élections qu'il y ait encore de la tambouille, des mésententes. Le ministère donc, de tutelle a jugé bon de suivre de près le processus pour aboutir en tout cas à un renouvellement du bureau issu donc d'une entente qui aura de la légitimité et qui va pouvoir en tout cas fédérer toutes les forces au niveau donc de la jeunesse. Rappelez-vous que ce bureau devait donc être renouvelé, devait se renouveler depuis juillet, mais l'ancien bureau n'est pas arrivé à le faire. Donc ça a amené le ministère donc à prendre une décision pour suspendre le bureau passé. Donc actuellement, le processus enclenché est de renouveler ce bureau. Et je pense que c'est pour vraiment coordonner, comme cela, j'estime, est quand même de son ressort. Quand on parle de la jeunesse, je pense que le ministère de la Jeunesse ne peut pas être, en tout cas, loin donc, de ce qui se passe. Donc il faut coordonner. Depuis quelques temps, comme le bureau n'a pas été renouvelé en son temps, il y avait ces mésententes. Des gens avaient commencé à donner de la voix, mais je pense que le bureau qui a été suspendu est en train de travailler pour arriver à organiser des élections, pour en tout cas renouveler le bureau. Sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, le ministère en charge donc la jeunesse a pris une décision, un arrêté pour suspendre le bureau et confier donc l'organisation des élections en tout cas à la commission chargée donc de faire cela. Donc ce qui s'est passé hier, c'est dire que ce comité de suivi et de supervision doit faire son travail de sorte que à l'issue donc des élections qu'il n'y ait plus de bruit parce qu'il a dit, le ministre Roland Somna a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a donc en tout cas cette ambition d'aller avec la jeunesse et de se faire là, il faut fédérer toutes les forces, il faut organiser la jeunesse et partant de là, il faudrait que ça commence à partir de maintenant. C'est pour cela qu'ils veulent vraiment s'impliquer et ce comité de suivi et de supervision doit en tout cas penser à susciter beaucoup de choses de façon stratégique au point que à l'issue des élections, qu'on puisse vraiment engager les jeunes dans une nouvelle dynamique, dans un renouveau pour répondre donc aux besoins du moment. Alors, d'aucuns voient aussi une immixtion de l'autorité dans une affaire associative. Et ceux qui le pensent ont peut-être raison. Moi, j'ai envie de poser certaines questions. Pourquoi l'autorité s'implique tant parce qu'avant tout, le Conseil national de la jeunesse est une association
Et les associations au Burkina sont régies par la loi 064 portant donc liberté d'association. Et partant de là, je ne crois pas qu'il y ait donc une nécessité à ce que le ministère s'implique tant au point d'en faire un élément ou un projet du ministère. Certes, ceux qui pensent qu'il y a une immixtion ont peut-être raison. Je pense que le ministère doit être l'œil qui coordonne, qui donne des conseils, qui les rappelle à l'ordre lorsqu'il sent que ceux qui dirigent ou ceux qui coordonnent sont en train donc de dévier la trajectoire. Leur pouvoir devait se limiter à là. Quand vous prenez le comité de suivi, pratiquement c'est des cas du ministère. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas aussi en tant que tel un truc du ministère, au point qu'on puisse trouver des DIRCAB, on puisse trouver des SG dans ce comité technique. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Même si, en tout cas, l'ambition du ministère, c'est de faire changer les choses. Je pense que c'était à l'issue des élections, organisées librement, par les jeunes, entre les jeunes, que vous pouvez vraiment les mettre dans une même moule, les coordonner, leur donner des orientations pour les guider. Je pense que le ministère doit connaître les limites de ses pouvoirs. La deuxième chose, on dit que le bureau a été suspendu parce que il n'a pas été renouvelé à temps. Est-ce que le Conseil national de la jeunesse, c'est la seule association dont le récépissé est expiré au Burkina Faso? C'est une question. Il y a beaucoup d'associations. Donc, on ne peut pas, partant de là, prendre des décisions pour suspendre, et les autres associations qui sont là, qui n'ont pas pu renouveler à temps leur bureau et qui n'ont pas été suspendues. Est-ce que dans les autres ministères, il y a des associations aussi qui ont des ministères de tutelle? Comme par exemple les associations de femmes. Des femmes, des commerçants, mais on n'est pas arrivé à prendre une telle décision pour, en tout cas, un tel arrêté pour suspendre le fonctionnement donc, de ces associations-là. Donc je pense que le ministère ne doit pas outrepasser les limites de ce pouvoir. Donc l'autre élément, cette manière de faire ressemble à une confiscation même de l'association. Finalement, ça sera donc organisé sous l'égide du ministère, avec des cadres du ministère, et ça va aboutir à quoi? Est-ce que ça ne va pas diminuer la crédibilité du Conseil national de la jeunesse? Quand on dit les jeunes, nous avons vu ce qu'ils ont fait au niveau du palais des sports, leur grand assemblée générale. Nous avons vu le discours qui a été prononcé. Nous avons vu aussi, depuis l'équipe qui était en place, ce qu'elle a pu engranger. Elle était même sur le point de se doter d'un siège. Le financement a été acquis, je pourrais dire totalement, en termes de matériel et tout. Mais comment se fait-il que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien, on ne voit pas les lignes bouger? Je pense que ce que le ministère doit faire, c'est d'aider les jeunes à pouvoir avoir des financements pour leurs projets. Beaucoup de jeunes aujourd'hui au Burkina ont des projets bien coordonnés, bien mûris, qui attendent juste d'être financés. Je pense que c'est à ce niveau qu'on attend le ministère, que plutôt de revenir, de pouvoir s'immiscer, en tout cas de jouer des rôles qui n'est pas le leur. Bon. Désolé. Merci Alphonse pour ces analyses. De toute façon, on attendra de voir la suite du travail du comité de suivi. On passe au deuxième sujet. On s'intéresse maintenant à la reprise des combats, l'actualité donc au sud de Kivu, du moins, c'est la reprise des combats. Est-ce que c'est un échec quand même du sommet? C'est un échec du sommet et c'était prévisible parce que à ce sommet, vous avez vu que le président Félix Tshisekedi n'y était pas, même s'il a suivi de loin. Voilà, il a participé de loin à ce sommet à travers donc une visioconférence. Ce qui a été dit pendant ce sommet, beaucoup sont restés sur leur soif. On n'a pas vu l'ambition ou l'envie de finir très rapidement avec cette guerre. Un sommet, en fin de compte, on demande à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, on ne dit pas qui doit rapidement le faire. On n'a pas indexé tel ou tel camp. Je pense que
ça a laissé plus d'un sur leur soif. Et c'est la conséquence aujourd'hui. Le mouvement M23 aujourd'hui, depuis donc la prise de la ville de Goma au nord Kivu, continue d'avancer. Il y a quelques jours, le responsable politique du mouvement, Konen Nangawa, a dit qu'ils entendent en tout cas progresser et même aller jusqu'à Kinshasa parce que Goma et autres, ce n'est pas la limite de leur ambition. Et ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'il y a une crise humanitaire qui est parce que des populations meurent dans des endroits là où il y a l'armée congolaise et de ce fait-là, ils vont essayer de progresser vers donc, ces zones-là pour sauver la population. Donc, c'est... sauver un terrorisant. Oui, c'est difficile, c'est difficile. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est que il y a une complicité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau des structures sous-régionales, SADC et autres. Ça a été donc un échec parce qu'on n'a pas vu une décision courageuse qui a été prise. Et ça, on comprend. Le Congo, ou cette partie du Congo, le sous-sol est riche, il y a beaucoup de choses, il y a des enjeux autour, donc ça fait que chacun essaie de voir par rapport à cette situation, quelle est la posture que je dois adopter. Je pense que c'est assez malsain. Il n'y a pas une envie d'en finir avec cette guerre. Donc, c'est une question qui se pose toujours. Que sera le Congo, en tout cas dans un mois, dans quelques années, si en tout cas on n'est pas arrivé à stopper le M23 qui entend vraiment progresser, dont on dit qu'il bénéficie du soutien du Rwanda. Le président Rwanda était au sommet récemment. Si les deux présidents n'arrivent pas à se parler face à face, je pense qu'on n'aura pas en tout cas le bout du tunnel très rapidement. Alors, ça sera dommage pour la population. Vraiment surtout. dommage. Alors, Alphonse, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'actualité. On revient au Burkina Faso, ces opérations de libération des voiries et, quoi qu'on dise, déguerpissement des boutiques et hangars installés anarchiquement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, d'abord, il faut saluer l'action en cours engagée par les autorités, à commencer donc par le PDS de Ouagadougou. Ce n'est pas Ouagadougou seulement, même à Bobo, un peu partout. C'est une activité qui a démarré, qui entend donc se propager un peu partout pour même repenser l'architecture de nos villes, en tout cas pour donner une autre beauté à nos villes. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est bien, c'est à saluer, parce que quand vous arrivez dans certains endroits, la voie est obstruée par des installations anarchiques. Ça, il faut le dire, ça provoque non seulement des accidents et des caniveaux. Sur ces caniveaux, sur certains caniveaux, on pose donc des dalles et puis on s'installe son point de vente, sa boutique. Et c'est en même temps ces derniers qui jettent des ordures dans ces caniveaux pour boucher les caniveaux. Et quand il y a des grandes pluies, comme ce que nous avons vu l'année passée, on ne sait pas cette année comment ça va se passer, mais quand il y a une grande pluie, vous serez débordés. Il y aura des inondations, il y aura des dégâts. Ce sont ces mêmes populations qui vont sortir dire nous demandons de l'aide, nous demandons l'autorité de faire ceci ou cela. Je pense que c'est en toute responsabilité que ce projet a été pensé et est en train d'être mis en exécution. Ça, c'est très bien. On a vu des installations arrachées. Après s'être sommé de quitter, les gens sont restés. Mais l'autorité est en train de faire son travail dans les différents arrondissements. Pour le cas de Ouagadougou, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a mis les charrues avant les bœufs. On a mis les charrues avant les bœufs parce que, en principe, pour un tel projet, pour qu'il puisse être exécuté sans créer vraiment des dégâts, il faudrait donc se poser la question. Est-ce que quand vous prenez les arrondissements de Ouagadougou, il y a des marchés qui ont donc été dégagés, qui sont animés aujourd'hui? Ça, je dis non. Je connais beaucoup d'arrondissements où on a aménagé des marchés qui ne sont pas animés, où les hangars sont restés tels, des gens ont pris des hangars, il n'y a personne. Ça, ce n'est pas non, c'est de l'irresponsabilité à ce niveau.
pour qu'on arrive à faire ce travail très bien, l'autorité municipale devrait dégager des marchés au niveau des arrondissements, en tout cas subdivisés. Maintenant, parler donc à ces personnes-là qui sont installées de façon anarchique aux abords de la voie. Voilà l'endroit où on vous attend. Carrément, on vous déplace. On vous déplace. Et puis, on arrache tout. Voilà. Et personne ne va parler. Ceux qui vont être des récalcitrants restés, c'est votre problème. Prenez la ville de Ouagadougou, il y a combien de marchés? Quand vous prenez l'arrondissement 7, il y a combien de marchés? Peut-être à la limite, on a même donné à des opérateurs économiques ou laisser des gens s'installer, construire des maisons. Ce n'est pas normal. Il faut faire le point des marchés et il y a au niveau des différents arrondissements. S'il se trouve qu'il y a des gens qui ont donc, sont accaparés de ces espaces-là, s'installer, faire autre chose, vous les dégagez. Et on aménage maintenant ces espaces-là. Et ce sont ces espaces qui seront utilisés pour reloger ces personnes que vous êtes en train de casser leurs installations. C'est ça, l'idée, c'est pas qu'ils ne veulent pas s'asseoir à la maison. Non. C'est pas compliqué, c'est même pas possible. Surtout nos mamans qui sont installées aux abords. Et c'est à travers ces petites activités qu'elles payent la scolarité de leurs enfants, que des femmes gèrent même leur famille, souvent des vœux. Je pense qu'il faut penser au-delà de l'ambition qui est de bien faire. Parce que vous allez créer des sinistrés, vous allez créer des gens, personnes vulnérables, vous allez créer des soucis, vous allez créer des frustrés. Je pense que le PDS de Ouagadougou doit y réfléchir, et très rapidement. Ah oui, parce que quand tu écoutes les gens sur le terrain, ils se disent oui, même si on a été avertis, on a été obligé de rester jusque-là parce qu'on ne sait pas où aller. C'est ce que certaines disent. C'est ce que je dis, mettre la charrue avant les bœufs. Bon, on espère que ça sera réparé. Merci beaucoup pour ces analyses. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est la météo. Et puis, nous recevons pour vous aujourd'hui M. Salfouz Songzabré. Donc, il est le président du consortium Jeunesse Burkina Faso. Désolé. Bonjour, M. Songzabré. Bonjour Madame du Bonjour le Faso. Madame de Bonjour le Faso, merci beaucoup pour l'appellation. Alors là, vous avez en même temps collé le nom de l'émission à mon nom, c'est gentil, merci bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve justement pour découvrir plus le consortium Jeunesse Burkina Faso, mais pour parler aussi d'une étude sur la perception des jeunes, sur la prise en compte de leur voix et leur situation socio-économique et politique au Burkina Faso. C'est une étude que vous avez menée. On va parler de tout ça. Mais avant, quand même, un mot sur le consortium Jeunesse Burkina. Présentez-nous ce consortium. Bonjour Madame. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez afin que nous puissions échanger autour de cette question au niveau de vos antennes. Voilà, pour parler précisément du consortium Jeunesse Burkina Faso. Le consortium Jeunesse Burkina Faso, en abrégé COJBF, est une structure d'un certain nombre d'associations qui ont les mêmes objectifs et la même vision en vue de mettre ensemble des activités pérennes au profit de la jeunesse au niveau du Burkina Faso. Alors, le consortium a été créé suite à l'initiative Tech for Sahel à travers son projet Make Sense au Burkina, où il a organisé en son temps un bootcamp au niveau de Lumbila. Et avec cette activité, Tech for Sahel et Make Sense Burkina ont pu rassembler un certain nombre d'associations leaders au Burkina Faso pour recenser les préoccupations des jeunes autour d'un certain nombre de collectes de données. Et cette activité a été vraiment très bénéfique et a permis d'aller à l'initiative du consortium Jeunesse Burkina Faso, où les responsables en son temps, ou encore les représentants des associations leaders, ont pu travailler vraiment à mettre en place les statuts et règlements intérieurs, ce qui nous a conduit à l'Assemblée générale constitutive en juillet 2023, puis à la reconnaissance de notre structure qui est le consortium Jeunesse Burkina Faso en novembre 2023 avec une publication au journal officiel du Faso en décembre 2023, d'où elle est maintenant le consortium. L'idée du projet. Du projet. Voilà. Avant de parler du projet ou de cette étude-là,
C'est quoi en fait les objectifs et missions de ce consortium Jeunesse Burkina? La mission du consortium Jeunesse Burkina, permettez-moi, est de mettre en commun des forces et des structures membres et pour faciliter la création d'emplois durables pour la jeunesse au Burkina Faso. C'est travailler surtout à l'information, à la sensibilisation, à la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et nous visons d'ici l'horizon 2023, toucher plus de 500 000 jeunes au Burkina Faso. C'est ça notre vision. Okay. Et pour parler des objectifs, nous dirons tout simplement, madame, que l'objectif vise à créer des synergies d'action entre les structures membres au profit de la jeunesse au Burkina Faso et de favoriser aussi l'employabilité des jeunes dans la mise en œuvre de projets durables et novateurs au Burkina et aussi développer des stratégies de responsabilisation des jeunes en mettant les jeunes devant la scène de responsabilité et surtout soutenir les efforts de nos gouvernants par la formation citoyenne civique des jeunes sur les valeurs du pays. Parlons maintenant de cette étude que vous avez menée, une étude qui concernait la perception des jeunes sur la prise en compte de leur voix et leur situation socio-économique et politique au Burkina Faso. C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce qui a amené aussi à faire cette étude? Merci madame. Permettez-moi avant de parler de cet objectif de l'étude de perception, la prise en compte des voix des jeunes et de la situation socio-économique au Burkina Faso, de vous dire que le consortium est surtout composé des structures dont je n'ai pas pu citer les noms. Il s'agit surtout de l'association des scouts du Burkina Faso, l'association Yampoukri, la Jeune Chambre économique internationale, et l'association Mana. Et nous n'oublions pas surtout des partenaires qui ont toujours soutenu les activités de Tech for Sahel, et dont j'ai parlé tantôt de Make Sense Burkina Faso. Il y a aussi Simplon, qui sont des structures, au lieu d'associations, sont des formes de projets qui soutenaient les jeunes et qui les appuyaient. On peut citer également la maison de l'entreprise qui a été d'un grand apport à travers son leader, dont on ne présente plus, M. Ismaël Sawadogo, que nous voyons un peu sur les ondes des télés. Voilà, il y a également Empower, voilà, qui est aussi membre, on peut dire fondateur du consortium Jeunesse Burkina Faso. Donc, est-ce qu'on peut justement en venir maintenant aux études, à l'étude du moins qui a été menée? C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à mener une étude sur la perception des jeunes pour la prise en compte de leur voix, que ce soit pour les activités socio-économiques et politiques? La motivation de cette étude est d'abord d'avoir une idée sur les préoccupations des jeunes. Et l'objectif de cette mission a consisté surtout en la réalisation d'une consultation sur la perception des jeunes, dont le titre même de l'étude véhicule le reste de l'objectif. Voilà, donc c'est pratiquement ça l'objectif de cette activité. Et partant de là, nous pouvons, à travers l'étude, capitaliser l'ensemble des domaines dans lesquels les jeunes ont besoin d'un soutien en matière d'emploi pour être utiles à leur société et être utiles dans nos communautés. Alors, vous parlez de jeunes, donc votre public cible, ce sont les jeunes. Qui est-ce que vous appelez jeunes? Merci pour ce que nous appelons jeunes. C'est la tranche d'âge de ceux qui ont entre 15 et 35 ans. Ce sont les jeunes. Okay. Et nous, les adultes, nous travaillons à leur côté pour vraiment partager nos expériences et les amener vraiment à vivre pleinement cette jeunesse-là. Voilà, donc nous pouvons aussi ajouter que cette tranche d'âge de personnes, c'est les jeunes résidents au niveau du Burkina Faso, dans les 13 régions du Burkina Faso et ou les 45 provinces du pays. Et quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour cette étude?
Pour la méthodologie, elle a plutôt consisté en la démarche mixte associant l'approche quantitative et qualitative. De ce fait, elle a utilisé plusieurs techniques de collecte, de traitement des données. Elle a mis en avant la triangulation des sources pour garantir la validité des données par les voies de conséquence des analyses portées sur les critères d'évaluation retenus dans les thèmes de référence. Là, je parle sous réserve vraiment du consultant qui a été d'un grand apport pour vraiment la réussite de cette étude-là. Mais quand je parle de méthodologie, c'est vrai que est-ce que vous avez eu peut-être à sonder des jeunes par les voies donc peut-être de l'Internet ou sonder des jeunes sur le terrain? Comment l'étude s'est passée concrètement? Effectivement, parlant d'approche qualitative et quantitative, de façon concrète, pour répondre à votre question, elle a été d'abord sous forme numérique, un certain nombre de questionnaires envoyés aux différentes personnes ciblées et aussi un autre formulaire sous forme papier et que les jeunes pouvaient renseigner. Voilà donc comment a été menée cette étude de perception au niveau des jeunes. C'était quoi en fait peut-être les localités concernées? Combien de jeunes ont été sondés? Voilà, les localités concernées, on a ciblé les 13 régions, mais au finish, nous nous sommes limités aux 8 régions de Burkina Faso. Voilà, donc à ce niveau, on peut dire qu'on a pu cibler 654 jeunes sur 2000 cibles recherchées. Et là aussi, on voit que le taux de participation est en dessous de la moyenne, soit 32% environ. Nous disons que cela aussi marque de quelle importance ou quel intérêt les jeunes accordent à ce genre d'initiatives, de programmes ou de projets pour pouvoir mieux les satisfaire à la hauteur de leurs attentes. Et c'était sur quel domaine aussi sur quel domaine portaient en fait les questions de cette étude? Voilà, la question a porté sur plusieurs domaines au niveau de l'étude. Là, il s'agit du niveau d'instruction et du genre. Il y a aussi la situation matrimoniale, le genre aussi. Il y a la tranche d'âge des répondants et le genre. Il y a le niveau d'instruction. Nous avons aussi eu à parler de la principale source d'eau recueillie dans le milieu de résidence. Il y a leur avoir matériel, il y a la participation civique, la vie associative et l'implication des jeunes dans l'élaboration des budgets locaux et nationaux. Il y a aussi le soutien entrepreneurial recherché des jeunes, également la santé et le bien-être. Il y a les principaux besoins des jeunes dans la localité, le soutien social, la prise en compte des jeunes par les politiques et les décideurs. Et enfin, les programmes et initiatives au profit des jeunes. Et pour tous ces points-là, qu'est-ce que les jeunes vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme conclusion de ce qui vous est revenu en général? En général, cette étude socio-économique des jeunes au Burkina Faso révèle que le chômage et le manque d'opportunités d'emploi sont les principaux défis, madame. Il y a également que les jeunes expriment un besoin important de formation continue et l'implication communautaire. Il y a aussi que, bien que des ressources existent, comme des fonds du ministère de la Jeunesse et les programmes des ONG, une meilleure communication est nécessaire pour mieux les faire connaître. Il y a aussi l'accès aux soins de santé également, qui est également un besoin primordial. L'entrepreneuriat apparaît comme une voie importante, surtout avec des besoins au financement, la formation, le réseautage. Et enfin, pour améliorer cette question de la situation des jeunes, il est essentiel de créer des emplois, renforcer les programmes de formation, améliorer l'accès aux formations et au financement et promouvoir un soutien politique.
Est-ce que vous avez cité tout de suite là, est-ce que ce sont des propositions aussi que les jeunes ont pu apporter? Je suppose que le questionnaire comportait la phase problématique, problème, et la phase solution. Oui, Ça faisait partie des propositions oui, effectivement, nous avons à publier aussi les conclusions de cette étude-là à travers plusieurs sites, notamment notre page Facebook et aussi à travers vos presses qui nous accompagnent au jour le jour. Et à ce niveau, vous allez voir qu'il y a un formulaire de questionnaire là, dont on avait tantôt parlé, qui font ressortir effectivement toutes ces conclusions, madame. D'accord. Donc, la réalité, c'est toujours ce problème de chômage, ce problème aussi de manque souvent de soutien pour se lancer dans l'entrepreneuriat et autres. Quels sont, après cette étude-là, vous avez vu les résultats, la perception des jeunes et tout. Quelles sont vos perspectives? Je veux parler des perspectives aussi du consortium pour peut-être trouver des solutions. D'accord, merci bien. Pour les perspectives, là, c'est vraiment ce que nous visions les jours à venir. Et là, nous comptons, après cette phase de diffusion, tenir les dialogues nationaux et ensuite le plaidoyer de haut niveau, voilà, que nous comptons tenir. Et enfin, de cette étude, où nous allons terminer avec le plaidoyer de haut niveau, nous comptons aller avec les 7 pays pour la mise en place du consortium Sahel à travers l'impulsion et le dynamisme de notre partenaire technique Social Change Factory depuis le Sénégal. Et les 7 pays constituant le consortium Sahel qui verra le jour les semaines ou encore les mois à venir. Il s'agit du Burkina Faso, le pays où nous sommes. Il y a le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, voilà, qui constituent les 7 pays, sans oublier aussi, j'ai tantôt cité la Guinée, voilà, les 7 pays qui constituent le consortium Sahel. Pour vous, aujourd'hui, quand on parle de jeunesse, quels sont peut-être les grands défis à relever? Les grands défis à relever au niveau de la jeunesse, Oui. c'est vraiment de trouver en cette jeunesse des formations adéquates, une formation complète à leur niveau, et aussi de songer à amener cette jeunesse-là à plus d'initiatives, à créer des initiatives et à les mettre au devant de leurs activités. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, au niveau du consortium, c'est toujours de travailler à mettre les jeunesses au niveau de la responsabilité afin que les jeunes soient les pourvoyeurs de leur emploi, les pourvoyeurs de leurs solutions face aux défis qui se présentent à cette jeunesse-là. Donc, c'est ce que nous envisageons, nous voyons comme défi vraiment que nous pouvons vraiment relever au niveau de cette jeunesse-là. Alors, merci bien. Il se dit aussi souvent que vous qui travaillez avec les jeunes, il se dit souvent que la jeunesse chôme parce que la plupart des jeunes trient le travail, ne veulent pas se lancer dans certaines activités ou pensent toujours à l'agent de bureau, aux fonctionnaires et autres. Est-ce que vous pensez quand même qu'en menant des études, la perception a changé? On a des jeunes qui vont plus vers l'élevage, l'agriculture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ne trient pas forcément de travail? Oui, avec cette étude de perception, vraiment, elle prend en compte les tendances actuelles au niveau de cette jeunesse-là. Et nous avons constaté que le volet agriculture, pour ne pas dire agro-pastoral, est beaucoup pris en compte et que les jeunes s'engagent vraiment à des activités qui n'ont rien à voir avec la fonction publique. Et ils sont prêts vraiment à supporter vraiment les caprices de toutes sortes d'apprentissage. Voilà, donc c'est ainsi que les jeunes se sont exprimés à travers cette étude de perception. Tantôt, vous avez parlé des défis.
qui concernent cette jeunesse, Oui. mais des défis même du consortium nous C'est ça. concernant. Nous avons, madame, des défis. Et ces défis, c'est de construire des partenariats avec les ministères de tutelle. Là, nous allons parler du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, le ministère des Droits humains, de la Justice, parce que quand on parle de jeunes, il faut les encadrer avec toute la délicatesse qu'il faut, vraiment, afin d'aboutir à des résultats et de satisfaire à la réglementation du pays pour ne pas vraiment amener cette jeunesse-là à la dérive. Voilà, donc c'est l'un de nos défis. Et aussi, l'un des défis aussi, c'est surtout de contribuer à satisfaire cette jeunesse-là à travers beaucoup plus d'initiatives, des initiatives pérennes, des initiatives, on peut dire, novatrices, voilà, pour impacter le dynamisme de cette jeunesse-là au sein d'un pays qui se veut pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Merci beaucoup, Monsieur Songzabré, donc Salfo. Alors, nous avons terminé notre entretien. On vous permet néanmoins un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Le mot de fin, c'est toujours de dire qu'en tant que consortium pays, nous travaillons à améliorer le bien-être de la jeunesse. Et nous invitons aussi toutes les structures, le consortium est ouvert à travers ses statuts règlements intérieurs. Nous invitons toutes les structures dynamiques au niveau du Burkina Faso à adhérer au niveau du consortium afin d'agrandir les membres à travers, on peut dire, les associations reconnues. Voilà, au niveau du pays, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans respecter la réglementation. Donc, c'est notre mot de fin pour inviter les uns et les autres à s'unir au niveau du consortium pour vraiment booster cette dynamique qui se veut pérenne. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes venu donc de Tanguy-Dassouri. On va vous dire bon retour à Tanguy-Dassouri. Et Merci, voilà, le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Tanguy-Dassouri. Voilà, merci bien. Je rappelle que M. Salfo Songzabré est donc le président du consortium jeunesse Burkina Faso. Avec lui, on a parlé de cette étude sur la perception des jeunes, sur la prise en compte de leur voix et leur situation socio-économique, politique au Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je le rappelle, pour la rubrique à la découverte 2, nous sommes installés à Koudzgou pour vous faire découvrir l'université Norbert Zongo qui se trouve à Koudzgou. On vous propose d'écouter des témoignages de responsables et d'enseignants de l'université Norbert Zongo. Et puis on revient. Idani Fulgence, maître de conférence en géographie physique, parallèlement chef de cabinet du président de l'université Norbert Zongo. Les cours à l'université Norbert Zongo, ça se passe globalement bien, mais il y a quelques difficultés évidemment liées au fait qu'il n'y a pas assez de salles. En géographie, par exemple, nous avons 3 premières années qui se chevauchent. On est en train de boucler, c'est vrai. Et on pense que ça va vraiment être bouclé avec la promotion 2024 parce qu'ils ont vraiment commencé à temps. On commencé en octobre. Donc on pense qu'avec le retard va s'arrêter. Mais avec les autres, on essaie d'achever ce qui n'a pas pu être fait. Donc il n'y a pas assez de salles. Et ensuite, les salles sont pas, en termes de dimension, les grands effectifs utilisent les mêmes salles. Donc quand on programme certains, il y a une promotion qui doit chômer pour que ça tourne, pour permettre à tout le monde de passer. Et pour les petits effectifs, c'est possible. L'autre difficulté, vu le nombre, quand vous avez des matières comme la géographie où il y a des travaux de terrain, des travaux pratiques, des manipulations de techniques à faire, en ce moment-là, l'effectif doit être réduit. On doit utiliser, normalement c'est des nombres de 25-25 au départ. Vu l'effectif, on est passé à 50-50. Après, on est passé à 100-100. Parce que le prof doit vraiment suivre, travailler, diriger, le prof doit suivre l'étudiant, regarder ce qu'il fait.
mais compte tenu de l'effectif, on est obligé de le faire. Et quand vous divisez une classe qui a plus de 1500 étudiants en 100, vous voyez le nombre de jours qu'il faut pour travailler et achever le TD. Soit vous multipliez les enseignants. Mais en tout cas, le suivi devient plus difficile. Donc, en tout cas, au niveau des cours, c'est ça la difficulté. Les salles ne sont pas vraiment bien équipées, bien adaptées. Des fois, le son, on a des difficultés. Mais on fait ce qu'on peut pour vraiment rattraper. Avec les copies, c'est vraiment un problème aussi. C'est vrai qu'on a trouvé la formule de la correction avec la machine, mais c'est une difficulté. Si vous prenez une matière comme géographie, on a une difficulté. Comment il faut le faire? Parce qu'il y a des manipulations à faire. Il y a des questions où on ne doit pas répondre par A et B. Non, il faut que l'étudiant s'exprime. En faisant les corrections à la machine, on ne voit même pas comment l'enfant s'exprime, puisqu'on lui propose des réponses et il doit cocher. On ne voit pas comment il s'exprime. Donc le niveau même déjà d'expression est difficile à apprécier dans les matières des sciences humaines en ce qui concerne ce QCM-là, parce que ça ne nous convient pas totalement. Parfois, on a besoin des réponses synthétiques où il va s'exprimer, qu'on voit sa capacité à expliquer un processus logique, non pas à choisir des réponses. Bon, mais on essaie de faire avec. Petit à petit, on va s'adapter. Voilà, il y a des notes qu'il faut faire sur le terrain, qu'il faut donner sur le terrain. Donc, on a des difficultés à ce niveau. Mais c'est une bonne chose, parce que ça permet de rattraper dans cette... Ce n'est pas toutes les matières, donc on peut avancer. En tant qu'enseignant, moi, je crois que j'ai des choix plus tranchés. Je crois que ce n'est pas toute personne qui a le bac qui doit venir à l'université. Le changement que moi je vois, c'est ça. Voilà, il faudra contenir l'effectif. Le principe n'est pas de construire des grandes salles pour que tout le monde y entre. De toute façon, on n'emploiera pas tout le monde. Donc, je pense de manière objective, il ne s'agit pas de dire que tout celui qui a le bac peut être inscrit à l'université. On doit réduire l'effectif, tenant compte des enseignants, voir ce qu'on peut vraiment prendre comme effectif, leur donner des formations de qualité. Et ensuite, orienter les autres des étudiants dans les domaines professionnels. Et c'est comme ça que j'ai compris, lorsque le gouvernement a changé, lorsqu'on a créé le ministère de l'enseignement secondaire, et puis on a ajouté la partie formation professionnelle. Voilà, donc dès le bac, il faut trier là-bas. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je rappelle que vous écoutez à l'instant un enseignant de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Nous y étions justement pour vous faire découvrir l'université Norbert Zongo qui est située à Koudougou. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, certains invités ne sont pas venus, n'ont pas pu faire le déplacement. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et puis on se retrouve demain. Inch'Allah. Allez, kus.